Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom à la une de l'actualité ce soir vers un coup d'accélérateur dans la réforme agraire en Afrique du Sud. Objectif affiché par le président Cyril Ramaphosa pour qu'il s'agisse de corriger les injustices liées à la dépossession de terres. L'administration Ramaphosa peut-elle lancer cette politique de redistribution des terres attendue par la majorité des Sud-Africains 24 ans après la fin de l'apartheid? Cette réforme agraire est-elle vouée à connaître le sort tragique que celle entreprise dans le pays voisin, le Zimbabwe? C'est la question au cœur de notre premier débat. Puis des avancées dans les négociations entre la République du Congo et le Fonds monétaire international. Un accord aurait été trouvé. C'est en septembre 2017, après plusieurs mois de tergiversation, que le Congo s'est décidé à recourir au FMI afin de bénéficier d'un programme de redressement économique et financier. Et dans notre Zoom Société, les Soudanais confrontés à la pénurie d'électricité, un déficit qui fragilise des secteurs entiers, y compris le milieu hospitalier. Quelle solution? Un hôpital de la capitale Juba a trouvé la réponse dans le recours à l'énergie solaire. Et pour débattre de ces actualités avec moi sur ce plateau, Monsieur Léon Congo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'université de Namur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés également, Monsieur Ibrahima Wele, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association Awana Africa. Un grand merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Place à l'actualité politique. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa souhaite donc accélérer la réforme agraire. Motion adoptée fin février au Parlement. Une réforme de la Constitution pour autoriser l'expropriation sans compensation des terres agricoles au profit de la majorité noire. La redistribution des terres, une question qui, après un quart de siècle après la fin de l'apartheid, reste toujours aussi sensible. Gladys Mamba. Le projet de réforme agraire serait indispensable pour l'économie sud-africaine, à en croire le président Cyril Ramaphosa. Au pouvoir depuis février 2018, le chef de file de l'ANC, parti historique, s'est engagé à accélérer la redistribution, sans compensation, des terres des exploitants blancs au profit de la majorité noire. C'est très bien qu'il y ait un débat sur ce crime horrible qui a été commis dans notre pays quand ces terres ont été confisquées. On ne pourra pas faire progresser l'économie sans cette réforme parce qu'on n'en aura pas ouvert tous les coffres. La terre est possédée par des minorités à 70% et les Noirs en ont 7%. L'économie ne peut pas fonctionner quand la majorité ne possède pas la ressource qui est son moteur. La tentative de Nelson Mandela dès 1994 de redistribuer 30% des terres en accordant des compensations aux exploitants blancs avait porté préjudice à l'économie. L'exécutif sud-africain doit désormais harmoniser l'égalité et prospérité. Faire accéder une bonne partie des Noirs aux terres sans formation, sans quoi que ce soit, donner l'impression qu'on est en train de spolier les Blancs, même s'ils ont acquis ces terres de façon illégale, risque d'être contre-productif. Qu'ils peuvent trouver des solutions, faire une réforme agraire, mais passer par une période de transition où, moyennant compensation financière, les anciens propriétaires formeraient ceux qui vont acquérir une partie des terres, leur apprendrait le métier de l'agriculture. L'Afrique du Sud veut éviter de suivre l'exemple du Zimbabwe où la réforme agraire de 2000 a plongé le pays dans une pénurie alimentaire et une crise économique sans précédent. Alors justement, Léon Congo, il faut réformer très bien. Je pense que les Sud-Africains le disent assez régulièrement, mais avec l'expropriation des terres sans compensation, est-ce que l'Afrique du Sud n'est pas tout simplement en train de se diriger vers le chaos que connaît l'Afrique du Sud depuis la réforme agraire entreprise dans les années 2000? En fait, ce qu'on vient de dire, c'est mon avis. Je pense qu'on assiste à la deuxième mort de Nelson Mandela, c'est-à-dire après sa mort physique. Et c'est son héritage qui est en voie d'être consumé, c'est-à-dire par cette mesure, qui en elle-même elle est tout à fait légitime. Mais c'est la brutalité, c'est-à-dire qui peut être inquiétante. Parce que vous prenez très bien l'exemple du Zimbabwe. Dans les années 2000, c'est-à-dire le Zimbabwe a procédé ainsi. Mais il ne suffit pas de distribuer les terres. C'est-à-dire,
on se rend compte que les indépendances dans ces pays, c'est-à-dire l'indépendance politique a été transférée, mais cette indépendance ne s'est pas accompagnée d'un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire qui viendraient, je dirais, fluidifier les économies. Autrement dit, l'économie, c'est-à-dire reste détenue, c'est-à-dire par ceux qui ont toujours contrôlé le pays depuis très longtemps. La conséquence, c'est que Nelson Mandela a entrepris cette politique. Bon, on se rend compte que dans les années 94, les Blancs détenaient 87% des terres agricoles. Aujourd'hui, ils détiennent quelque chose comme 73%. Cela veut dire qu'il y a eu quand même une redistribution. Mais ceux qui ont reçu, c'est-à-dire ces terres, qu'en est-il exactement? C'est-à-dire on se rend compte que pour la plupart, quand ils ne se sont pas donné la mort, c'est-à-dire ils ont fait banqueroute. Pour une raison fort simple. Quand on a des terres, c'est-à-dire qu'il faut bien les mettre en valeur. Et pour les mettre en valeur, il faut avoir les moyens. Il faut se tourner vers les banques. Or, qui détient le pouvoir financier? Ce sont ceux-là, c'est-à-dire qu'on exproprie aujourd'hui. Donc, vous comprenez la difficulté qui se pose. Et par la suite, quand bien même on réussit à avoir des financements, c'est-à-dire qu'il faut se tourner vers le marché international. Et vous pouvez voir aujourd'hui qu'au Zimbabwe, par exemple, ils ont réussi peut-être à récupérer certaines terres, à produire du tabac. Mais le marché local ne pouvait pas absorber tout ce tabac. Et en conclusion, c'est-à-dire le Zimbabwe est en asphyxie aujourd'hui. On ne sait pas s'il se relèvera un jour. D'où d'ailleurs la crainte, c'est-à-dire de certains dans le camp de Cyril Ramaphosa. On s'est dit, mais en fait, c'est une politique qui est un peu brutale. On craint pour l'avenir de notre économie. Ibrahim Awele, c'est une politique trop brutale? Moi, je trouve que c'est une politique qu'on peut appeler brutale parce que, à l'instar de toutes les réformes agraires et autres qui ont eu lieu en Afrique, elle relève seulement d'un désir politique, peut-être de la personne en place à un moment donné, de satisfaire certaines demandes, certaines ambitions. Dans la perspective de la présidentielle? Dans la perspective de la présidentielle, cette réforme agraire en soi, comme d'autres, je la trouve assez légitime, mais je la trouve très mal préparée. Parce que je pense que quand on décide de s'approprier de certains éléments comme la terre et autres, il y a des choses qu'il faut faire en amont. Il faut préparer une partie de la population à pouvoir gérer la terre, à pouvoir gérer la politique de la terre, etc., par un système de formation, de préparation financière, technique, etc., pour que le jour qu'on décide de mettre en place ces mesures-là, le service après-vente puisse l'accompagner assez facilement. Mais on voit que là, quels sont les tenants et aboutissants de cette réforme? On ne connaît pas. On ne sait pas encore comment elle va se passer. Elle a été peut-être annoncée d'une manière brutale, mais je serais étonné qu'elle soit mise en place de cette manière-là. Alors, mais quelle politique privilégiée? Ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud tente une politique de redistribution des terres. Déjà, dès 1994, le président Nelson Mandela a eu une politique qui a été d'ailleurs poursuivie par la suite, une politique basée sur l'acheteur volontaire et le vendeur volontaire. Donc, une politique véritablement basée sur le volontariat. Ça n'a pas fonctionné non plus. Donc là, qu'est-ce qu'il faut précisément pour l'Afrique du Sud? Mais je pense qu'en fait, il y a des mesures intermédiaires. Parce que quand le gouvernement décide de passer en force aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un certain constat. Compte tenu de l'insécurité ambiante en Afrique du Sud, beaucoup de Blancs, c'est-à-dire, ont quitté l'Afrique du Sud aujourd'hui pour vivre ailleurs. Mais il se trouve que ce sont des propriétaires fonciers. Donc, ils sont partis, leurs terres ne sont pas valorisées. Et pire, c'est-à-dire certains s'illustrent par la spéculation, c'est-à-dire étant déjà à l'étranger. Donc, pour le gouvernement, il y a une nécessité, c'est-à-dire de valoriser ces terres. Mais je pense qu'on aurait pu, dans un premier temps, c'est-à-dire engager des actions judiciaires, c'est-à-dire à l'endroit de cette catégorie de propriétaires fonciers. Parce que ce n'est pas tout le monde, c'est-à-dire qui est concerné par les mesures actuelles. C'est notamment ceux qui s'illustrent par cette spéculation. Mais au-delà de cette problématique, j'avoue que je ne comprends pas très bien, c'est-à-dire l'attitude du président Ramaphosa, dans la mesure où, compte tenu, c'est-à-dire, puisque la démocratie, quand même, c'est la loi du grand nombre. C'est-à-dire, je ne vois pas l'ANC en train de perdre les élections en Afrique du Sud d'ici les 50 prochaines années. Donc, vous, c'est les 50 prochaines années, carrément. Ouais, mais oui, mais... Alors, je pense que certains déjà émettent de nombreux doutes déjà quant à l'échéance de 2019. Oui, en fait, quand vous regardez à quoi pèse l'Alliance démocratique, c'est-à-dire sur l'échiquier politique il y a quand même aussi Julius Malema.
Ah oui, mais Julius Malema, c'est-à-dire justement Julius Malema, mais je peux dire, c'est un produit de l'ANC. Bon, peut-être cette mesure actuelle, c'est aussi une façon de le ramener dans le giron. Parce que voilà pourquoi je dis, quand je ne comprends pas très bien l'attitude du président, si ce n'est peut-être donner satisfaction à cette gauche radicale incarnée par Julius Malema. Parce que les déclarations qu'il tient ces derniers temps, je vous avoue, ça fait peur. Donc pour lui, l'heure de la réconciliation est terminée. Il faut passer à autre chose. Donc peut-être, est-ce que le politique doit céder à cette forme de chantage? Donc la question est posée. La question est posée, Ibrahima Wele. Donc moi, je pense que l'enjeu politique de 2019 a un rôle dans cette prise de position, dans la réforme agraire qui se fait actuellement. Peut-être que c'est une tentative aussi d'unifier tout le parti autour de certains thèmes, chacun ayant son point le plus fort. Il faut trouver un compromis. Et ça peut entrer dans ce cadre-là, je trouve. Mais je sais que la mise en place de cette réforme, dans les années à venir, pour moi, elle ne sera pas... si elle est mise en place, les conséquences seront catastrophiques, hein, financièrement, et parce que je dis toujours que les gens ne sont pas préparés à la réforme. Il faut qu'il y ait d'abord... Est-ce que le pays lui-même, la conjoncture même de l'économie sud-africaine, on sait que le pays est sorti il y a tout juste 8 mois de la récession, actuellement il y a 30% de chômage. Est-ce que le pays est prêt à une réforme telle qu'elle est posée actuellement? Telle qu'elle est posée, non, mais si la réforme est bien mise en place, je pense qu'elle peut contribuer à faire redémarrer l'Afrique du Sud, parce que n'empêche que il ne faut pas nier l'importance de cette terre-là, et l'importance des revenus qu'elle rapporte au pays. Ça peut être vraiment un énorme atout si toutes les mesures sont mises en place pour accompagner les futures personnes qui vont acquérir les terres. Mais je pense que si la passation des terres ne se fait pas d'une manière acceptée par tous, je ne vois pas comment ça pourra bien finir. C'est l'inquiétude que j'ai. Léon Congo. Pour vous dire la vérité, je suis tout à fait sceptique, c'est-à-dire parce que l'on connaît l'importance, je dirais, de l'agriculture en Afrique du Sud. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des terres arables ici, c'est-à-dire, on n'est pas dans une agriculture de subsistance, c'est-à-dire, on est dans une agriculture d'exportation. Et cette exportation, elle doit trouver des marchés. Il y a une certaine solidarité, c'est-à-dire du monde, je dirais, du monde international, comme cela, c'est-à-dire s'est passé au Zimbabwe. Parce que cette politique, elle a pour inconvénient majeur, c'est-à-dire on a comme l'impression que cette exaltation du nationalisme, c'est-à-dire a pour conséquence majeure, c'est-à-dire le rejet de l'universalisme. Et autrement dit, l'Afrique du Sud se referme. Et je vous dis, c'est-à-dire, quel que soit le caractère compétitif de cette agriculture dans les années à venir, elle aura un handicap, je dirais, fondamental, c'est-à-dire qui sera celui de la conquête des marchés externes. Parce qu'il y aura comme une certaine solidarité. Parce que, en fait, le monde occidental fonctionne toujours selon ses leviers. C'est-à-dire, on voit ici, quand on parlait de brutalité, j'emprunte forcément, c'est-à-dire ce mot aux analystes occidentaux. C'est eux qui y voient, c'est-à-dire une sorte de brutalité. Or, si vous interrogez peut-être les Sud-Africains, pour eux, ce n'est qu'une justice. C'est-à-dire, on ne comprend pas qu'une minorité puisse contrôler 73% des terres. Ou alors, c'est-à-dire dans des villes, quand vous allez en Afrique du Sud, vous voyez, c'est-à-dire les townships et autres. C'est-à-dire où vous avez la majorité, c'est-à-dire dans des coins totalement délabrés et une minorité blanche qui contrôle 49%, c'est-à-dire des zones urbaines. Cela est tout à fait, ce n'est plus tolérable aujourd'hui. Mais il va falloir tenir compte, c'est-à-dire de l'environnement international. Parce qu'aujourd'hui, un pays tel que l'Afrique du Sud ne peut pas se permettre, c'est-à-dire le luxe de vivre, je dirais, à l'étroit, c'est-à-dire en marge de la communauté internationale. Alors, est-ce que c'est très... Oui, mais je pense aussi que j'atténue un peu son analyse. Et moi, je ne comparerai pas l'Afrique du Sud totalement au Zimbabwe. Parce que si on voit les parcours politiques de Mugabe et de
de Nelson Mandela, ils ne sont pas identiques. Peut-être même la structure même de la... Mugabe, avec le ZANU, quand il est venu par la force, il est venu par la guerre avec l'aide des communistes de l'époque, et quand il était venu, il a totalement rompu avec l'Occident, donc tout ce qui, notamment les propriétaires terriens, etc., c'était assez brutal. Hein. Donc c'était l'embargo est là. Et si on prend le cas de l'Afrique du Sud, c'est pas que l'agriculture, il y a les richesses minières, il y a d'autres richesses. Et je ne pense pas que l'Occident soit prêt à mettre en place des embargos tels qu'ils l'ont fait au Zimbabwe, parce que là, les pertes seront beaucoup plus importantes. Les relations économiques sont beaucoup plus importantes que les relations qu'il y a eu avec le Zimbabwe. Donc, moi, j'ai tenu quand même les sanctions. Peut-être qu'il y en aura, mais pas d'une manière aussi grave que celle qu'il y a eu pour le Zimbabwe. Alors, est-ce que vous y croyez véritablement à cette réforme, ou vous l'avez évoqué tout à l'heure, ou c'est juste pour éviter que l'électorat finalement déçu de l'ANC ne bascule définitivement dans le camp de Julius Malema, donc les combattants de la liberté économique, donc la gauche radicale, qui séduit déjà beaucoup cet électorat déçu? Oui, couper l'herbe au pied de M. Malema, en anticipant, puisque c'est... Et c'est lui d'ailleurs qui a porté cette réforme. Ah oui, au Parlement. Mais Nelson Mandela a eu beaucoup de volonté. Vous aviez tantôt souligné que cela fait un peu plus de 24 ans. Si en 24 ans, on n'a eu que 8%, c'est-à-dire d'une politique, je peux dire, l'une des priorités, c'est-à-dire du gouvernement, si on a réussi à avancer que de 8%, je pense que aussitôt le contexte de 2019, c'est-à-dire retomber, on va repartir sur les mêmes travers. Parce que, une fois de plus, moi je pense qu'il faut préalablement une véritable indépendance. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand vous n'avez pas des moyens, parce qu'aujourd'hui, on reproche peut-être à certains d'avoir des terres et de ne pas les valoriser, mais il faut également souligner qu'il y en a certains qui, depuis 20 voire 18 ans, ont ces terres et n'ont pas les moyens nécessaires, c'est-à-dire pour pouvoir les valoriser. Bon, il y a donc un obstacle majeur que j'ai tantôt souligné, c'est-à-dire à l'entame de l'émission, c'est l'accès au crédit. Voilà, qui contrôle la finance en Afrique du Sud. Bon, c'est ça le problème. Donc, bref, c'est-à-dire, M. Ramaphosa, il est bien conscient de cet enjeu, mais il faudra comprendre que M. Ramaphosa, il est hautement, je dirais, politisé aujourd'hui. Et là, il est clairement sur le terrain politique. Je sais très bien que, mieux que quiconque, il mesure en quelque sorte quels pourront être, je dirais, les résultats de cette mesure. Merci beaucoup à tous les deux. On va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.